Ultra, c'est un diamant brut, quoi. Le futur du gaming, elle est dans la blockchain. La notion de Web 2, Web 3, le gamer, il s'en tape complètement. On est en passe d'annoncer un vrai beau partenariat stratégique en termes de techno et financier. Bonjour à tous, c'est Simon. Merci de nous retrouver sur CoinTribune, la chaîne dédiée à l'actu crypto, blockchain et Web3. Aujourd'hui, on va parler gaming avec Gus, le CEO de la plateforme gaming Ultra, que j'ai le plaisir de recevoir dans cette interview exclusive. Il est à la tête du projet le plus prometteur dans le domaine du gaming blockchain et il va nous parler de l'avenir du gaming, des dernières news d'Ultra, de leurs projets en développement et de sa vision pour la plateforme. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de nous suivre sur nos réseaux pour rater aucune exclusivité. Bon visionnage. Donc salut Gus, comment tu vas? Salut Simon, mais très bien. Super, Enchanté, très content de te voir. enchanté même. Je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne CoinTribune. Je te remercie de prendre le temps de venir nous parler d'Ultra et de ta vision de l'avenir du gaming. Dans un premier temps, du coup, je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Écoute, alors moi en deux mots, je suis quoi? Ça fait une grosse vingtaine d'années que je suis un entrepreneur. J'ai lancé des boîtes dans différents secteurs, divers et variés. Qu'en général, je lance et puis que je revends au bout de quelques années avec beaucoup de, beaucoup de fails, quelques succès. Et puis, alors la dernière boîte que j'avais, c'était une boîte de conseil en stratégie qui était sur Paris. C'est une boîte de conseil en strat, c'est le même métier que McKinsey, BCG, ces trucs-là. On était une cinquantaine sur Paris. J'ai revendu ça il y a 2 ans. Je m'étais promis que plus jamais. Voilà. J'ai fait de l'investissement pendant 2 ans, mais en fait, en investissement, tu te fais chier parce que tu vois les gens qui font les trucs que tu voudrais faire et tu prends le risque sans avoir les mains sur le guidon. Et donc, au bout de 2 ans, j'ai craqué. Et, euh, et du coup, j'ai racheté Ultra avec une boîte. Bon, c'est une boîte qui est un secteur que je connaissais pas du tout, mais qui du coup te force à l'humilité. Et ça, je trouve en business c'est très important. C'est ou bien tu es un putain de cadre dans le secteur, ou bien tu connais rien. Euh, Parce que ou bien tu es un vrai cadre et voilà, ton expertise va faire que tu vas avoir un vrai truc différent sur la compétition. Le fait de ne pas t'y connaître du tout, mais avoir un autre truc extrêmement complémentaire te force à devoir t'entourer des meilleurs et te poser 36 000 questions et te force à une certaine humilité sur le sujet. Ce qui du coup t'empêche de prendre des billets de conviction un peu à 2 francs et enlève tout l'aspect émotionnel. Tu es extrêmement factuel dans ce genre de positionnement, ce qui en business c'est forcément assez intéressant. Donc, industrie du gaming que je connaissais pas du tout, qui en même temps est une market cap like anybody was dreaming about it, avec une croissance qui est dingue et avec j'allais dire même un potentiel qui reste colossal. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais donc voilà, très rapidement tomber amoureux du secteur, en disant il y a un vrai truc à faire. Est-ce que ce sera ultra ou pas? Euh, Creuser le truc à fond et puis voilà, here I am. Repris le travail il y a de ça quelques mois pour passer cette boîte qui a fait de la R&D pendant 6 7 ans, avec tout ce que comporte la R&D, c'est-à-dire avoir des mecs hyper créatifs qui vont dans tous les sens, et qui du coup le fait d'avoir des trucs dans tous les sens est un vrai processus créatif. Et puis à un moment il faut la mettre dans un axe business, et en faire un truc que les utilisateurs sur lequel veulent se retrouver et qui génère du cash. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai repris Ultra, c'est pour passer cette boîte qui était une boîte de R&D en une boîte business. Donc voilà, Ok, en très rapide, on va dire. je vois. Ouais. Ok, ok, bah, écoute, je te remercie. Ouais. C'est vrai que de base, tu viens d'un tout autre univers. Le gaming, comme tu le disais, c'est pas du tout ton milieu. Tu as déjà évoqué quelques éléments, mais qu'est-ce qui t'a poussé à racheter Ultra? Vraiment, qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était ce projet et pas un autre Ouais. et même sortir de ces 2 ans de pause, on va dire, en entrepreneuriat? Non, mais écoute, en fait, le truc, c'est que moi, je suis un profil
d'entrepreneur et de chef d'entreprise assez particulier. Je suis pas un manager. Il y a des types qui font ça très bien, qui prennent des belles boîtes, qui les stabilisent, qui mettent une croissance naturelle, etc., qui sont des belles boîtes cash machine, etc. Je suis pas du tout ce genre de profil-là parce que et c'est pas ça qui c'est pas là où je mets de la valeur ajoutée. Je suis le type de profil qui est là plutôt sur un laps de temps court, c'est-à-dire un cycle business, hein, c'est-à-dire 4-5 ans, et parce que et je suis là pour scaler les boîtes. Ça, c'est ce que je Ouais. sais faire. Mais c'est du coup, ça met énormément d'intensité dans la boîte, aussi bien au niveau des équipes que des ambitions, etc. Donc c'est pas je suis pas le genre de profil qui peut rester là pendant 15 ans parce que ça fatigue tout le monde et une machine, une boîte qui est constamment à devoir croître comme des dingues sans avoir pouvoir se poser, c'est pas bon non plus. Et donc euh, moi j'ai cherché une boîte qui correspondait à mon type de profil. Donc c'est une boîte qui a un vrai potentiel de scaling et qui, vu les parcours que j'avais eu avant, l'idée c'était pas de prendre une petite PME pour l'amener à une valeur à quelques dizaines ou quelques centaines de millions, c'est de venir dire ok on va se mettre sur une boîte qui va venir pouvoir changer une industrie quoi. Ça c'est Hmm. déjà le type d'ambition. Alors, quand tu mets ce type d'ambition-là, tu sais que le niveau de risque de réussite, risque succès, il est très grand forcément. Tu vois, tu prends un très gros risque avec une petite probabilité de succès. Mais voilà, de nouveau, dans la vie d'entrepreneur, quand tu as fait plein de trucs, eh ben, c'est un peu comme dans tout. Quand tu as fait un certain nombre de choses, tu as envie de faire quelque chose de différent. Et donc, moi, je voulais pouvoir me mettre sur un projet avec de très grosses ambitions. La difficulté aussi, c'est que tu fais avec tes moyens aussi. Donc, te dire une très grosse ambition, je vais pas acheter une boîte à 1 milliard pour l'amener à 100 parce que j'ai pas les moyens pour le faire. Et donc, c'est de trouver une boîte qui est en mesure de pouvoir être scalée à ce niveau-là, mais qui reste dans le type d'investissement que tu peux faire. Et, euh, et Ultra est tombé, voilà, en business, timing is key, hein, c'est toujours, et donc c'est une question d'opportunité, de chance. Alors on dit que la chance n'existe pas et qu'en fait il faut aller la chercher, etc. Certes, quoi qu'il en soit, je suis tombé sur Ultra qui est à mes yeux, moi je suis tombé dessus, c'est un diamant brut, quoi. C'est-à-dire que c'est une boîte qui a déployé un argent pété dans sa R&D pendant 7 ans, qui était en déficit très important d'un profil comme le mien. Donc ça veut dire que je peux venir apporter énormément de valeur et qui est dans une industrie qui est gigantesque sur un maillon de la chaîne de valeur qui est central et qui du coup a, peut avoir comme ambition d'être une de ces énormes boîtes avec des ambitions qui sont sans limite quoi. Et moi je tombe là-dessus sur le truc. Donc forcément beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation. Je regarde le truc de plus près. J'ai mis quelques mois avant de me décider parce que il fallait bien regarder les assets de cette boîte, aussi bien au niveau de la tech qu'au niveau des équipes, qu'au niveau de nouveau, comme je te disais, c'est un secteur que je connais pas du tout. Donc, quand j'ai commencé à regarder Ultra, il y avait m'intéresser sur l'univers du gaming, où là, très vite, je me suis fait une conviction sur le sujet. On en parlera, mais c'est cette conviction en fait, que aussi bien l'industrie du film a été complètement réinventée en termes d'accès à son contenu, comme une boîte comme Netflix, que l'industrie de la musique a été complètement réinventée sur l'accès au contenu, comme une boîte comme Spotify. Et tu vois, dans l'univers du gaming, c'est des acteurs qui sont là depuis 20, 30 ans, qui ont rien fait depuis cette époque-là, qui continuent à se comporter comme des cow-boys sur la manière dont ils traitent les différents protagonistes, que ce soit le gamer parce qu'il n'y a pas d'investissement, que ce soit les publishers qui ont accès à rien du tout, que ce soit au contenu où on met aucun filtre, tant qu'on peut faire du fric, on est là. Tout le monde comprendra que je parle de Steam, hein, alors je vais pas... on m'avait dit au début de l'interview, attention, faut peut-être pas cracher sur les gens. Moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est de voir quand un Monopoly, je suis absolument pas contre. Mais derrière Monopoly, c'est comme dans toute responsabilité, il y a des responsabilités qui sont attachées. C'est de facto. Tu vois.
quand tu es une multinationale du pétrole, tu as la responsabilité d'essayer de trouver des solutions alternatives et continuer à investir dans l'environnement. Ça fait partie de ton truc. Tu veux dire, c'est toi qui chopes tout le pognon de l'énergie, tu dois réinventer l'énergie de demain. Ça fait partie de tes responsabilités. Et ça, c'est valable dans toute industrie. Quand tu vois dans une industrie qu'en fait un Monopoly n'est que là pour profiter de sa position, pour faire un maximum de cash et n'investir absolument pas dans le futur, ne mettre aucune limite de comment est-ce que les choses vont se font sur le terrain. La seule limite, c'est est-ce que je fais du fric ou pas. C'est extrêmement gênant de voir ce genre de société dans une industrie. Pour moi, Steam aujourd'hui, c'est exactement comme ça qu'il se comporte. C'est une black box au niveau financier. C'est une black box en termes de data. C'est un level 0 en termes d'investissement. Quand tu regardes les montants qu'ils gagnent par employé, c'est juste malsain. Et donc, oui, il se doit, c'est normal qu'à un moment, la société de manière générale se dise putain, il faut qu'on trouve une solution. Et qu'il y a d'autres acteurs qui doivent naître. Clairement, aujourd'hui, mon business model, je vais te le dire, hein, il est très clair. Mon business model n'est pas d'aller chercher les 3 petits poissons rouges qui traînent dans la mer que Steam a oublié. Hein. Le business model d'Ultra, c'est de bouffer Steam. It's simple. Il n'y a pas d'autre. Je veux dire, à partir du moment où tu as un acteur aussi gros que celui-là, la distribution de game, c'est une fausse bonne idée. Everybody tried, everybody failed. It's simple. Right? Il y en a juste un qui tire son épingle du jeu, c'est Steam. Pourquoi? Parce qu'il est là depuis toujours et qu'il set up ses rules. La seule manière de venir changer l'industrie, c'est tu peux pas faire un copycat parce que de toute façon, si tu fais un copycat, Steam restera plus fort. Tu vois. Donc la seule manière de venir changer et être un véritable acteur dans l'industrie, c'est de changer le game. It's kill the fucking game. That's simple. Right? Donc on doit complètement changer la manière dont on va accéder au contenu. Je vais pas être extrêmement expansif sur le sujet parce que on travaille sur des choses qui vont rester confidentielles sur encore un laps de temps de quelques mois, mais on est là pour changer complètement la manière dont l'utilisateur va accéder au contenu. Tout à fait. Donc, et donc mon business model, c'est de venir adresser Steam. Et maintenant que tu m'as posé cette question, j'ai perdu le fil, mais j'espère que ma réponse t'intéressait quand même. Bah oui, 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 elle répond en fait à une question que j'allais te poser juste après, justement sur ta vision de Steam et voilà, aujourd'hui, bah, comme on le sait tous, ils sont les premiers, hein. Hmm. On les voit comme intouchables et au final, tu as déjà plus ou moins répondu. J'allais te demander pourquoi tu penses qu'il y a une place à prendre aujourd'hui, notamment pour Ultra, par rapport à des acteurs comme celui-ci, quoi. Ben, la place à la prendre sur j'ai pas envie de dire à côté de Steam, mais comment prendre le marché de Steam, il est très simple, c'est apporter de la valeur. C'est aussi Mm, mm. ça. C'est une industrie que toute autre industrie jalouse, tant sur sa market cap que sur sa croissance. Ok. Que même sur si tu veux, le côté émotionnel, dire le gaming, c'est un hobby professionnalisant. Tu vois, les gens sont attachés au truc, bien plus que l'industrie du film où tu consommes un film et puis voilà. Chaque joueur a un côté émotionnel extrêmement fort. Donc, je veux dire, l'industrie du game, et après je te parlais du futur de l'industrie du gaming, mais a des sous-jacents qui sont magnifiques. Et qu'à côté de ça, la distribution a été traitée d'une vulgarité enfin, je veux dire, tu regardes Steam aujourd'hui, c'est Steam et même la compétition à côté, hein, c'est-à-dire que en fait, il n'y a personne qui a réinventé le truc. On est sur une plateforme c'est Imul des années 2000, quoi. Je veux dire, tu vas sur un truc, tu télécharges un jeu, tu joues un jeu. Ok, super. Je veux dire, j'avais 8 ans qu'Internet proposait déjà ça, quoi. Tu vois, donc, so what is it, tu vois? Et la preuve en est, j'ai envie de te dire que, à partir du moment où tu as un acteur qui vient drastiquement changer la manière dont tu accèdes au contenu, c'est à ce moment-là que le contenu commence à changer. Je m'explique. Tu prends un Netflix. Aujourd'hui, si on consomme de la série, c'est parce que Netflix est arrivé. Sans ça, oui, on aurait eu 60 secondes chrono et quelques autres, et puis et that's it. Tu vois. C'est-à-dire que c'était pas enfin, c'est pas 60 secondes chrono que tu racontes, c'est 24 heures, autant pour moi. Mais tu prends, c'est-à-dire que la manière dont on consomme le film et donc la manière dont l'industrie du film conçoit ses films
est en train de drastiquement changer parce que l'accès au contenu a changé. Donc ça veut dire qu'il y a eu un énorme business au niveau des séries, mais il y a aussi un énorme business de typologie de films qui sont conçus avec des beaucoup plus petits budgets. C'est-à-dire que les méga blockbusters, ils continuent à exister, ils continueront à exister. Mais comme on consomme beaucoup plus, on peut avoir un éventail de typologie d'investissement dans le film qui est très très différent aussi. Et aujourd'hui, tu prends un Netflix, en fait, tu as 7 films en cours. C'est-à-dire, tu vois, tu as un film que tu regardes avec ta poule, l'autre que tu regardes avec tes gosses, le troisième que tu regardes tout seul le dimanche soir, ta télé-réalité à 2 francs, mais sur lequel tu as envie de te laver le cerveau. Enfin, tu vois, il y a toutes sortes de trucs que tu regardes en parallèle, en fonction de tes moods et en fonction des personnes avec qui tu regardes. Ce qui n'a rien à voir la manière dont on consommait le film il y a 15 ans. C'est rien à voir. Okay, et donc, ça veut dire que l'industrie du film a drastiquement changé la manière dont elle crée. Okay, la musique, c'est la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sort un album. En fait, les gens ne consomment plus d'albums. Tu consommes de la musique, une musique, et donc tu sors des singles, et donc en fait il y a énormément de feats entre artistes, tu vois, c'est des trucs que tu suis un artiste, tu veux avoir un autre, tu veux avoir des trucs qui s'entremêlent, etc. Donc la manière, la typologie de musique qui sort, et c'est-à-dire que les trends de musique ont complètement changé aussi parce que l'accès au contenu a drastiquement changé. Le film, le game aujourd'hui, nothing has changed. C'est-à-dire que tu prends un Counter-Strike il y a 15 ans, tu prends un Counter-Strike aujourd'hui, it's the same fucking shit. Alors aujourd'hui, et donc pourquoi? Parce qu'en fait, l'accès au contenu n'a pas changé. Et quand tu vas plus loin, aujourd'hui le gamer, c'est pas un gamer. En fait, derrière gamer, il y a 3 grosses typologies de personnes qui sont drastiquement différentes, mais qui constituent l'industrie du gaming. Les viewers, les gamers et les créateurs de contenu. Si tu crées un jeu qui n'est que intéressant pour le mec qui joue, mais ton jeu, il est overdead. Il ne passera pas la barre, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu crées un jeu, tu es obligé de prendre en considération que ton jeu va être regardé, qu'il y a des mecs qui vont vouloir créer du contenu avec ton jeu, et qu'il y a des mecs qui vont jouer ton jeu. Et ces 3 typologies de personnes ne sont pas du tout suffisamment prises en compte, non seulement par les créateurs de jeux, mais absolument pas par les plateformes de distribution. Et donc tu te mets à côté de la plaque. Voilà. Et donc, si tu veux, l'industrie du gaming, c'est-à-dire les individus dans le gaming ont eux évolué, parce que il y a ces viewers qui n'existaient pas. Oui, tu avais tes 4 potes dans le canapé qui te regardaient jouer, mais that's it, tu vois. Là, il y a tout un nouveau typologie d'utilisateurs qui s'est créé, on n'a pas adressé. Les créateurs de contenu, on les a pas adressés. On continue à se focaliser uniquement sur le mec qui a la manette en main qui est en train de jouer. C'est une énorme erreur stratégique et un énorme lag dans la réalité de l'industrie du gaming. Et c'est pour ça que Ultra va venir change the game. C'est parce que aujourd'hui, dans cette industrie, il y a un énorme gap entre ce que l'industrie a besoin et ce que l'industrie offre. Voilà. Ouais, donc en fait, voilà, tu souhaites venir répondre à ces problématiques et t'adresser aux trois cibles en fait avec Ultra, euh, concrètement en proposant une solution complète en fait qui va s'adresser. Ultra aujourd'hui, c'est un OS, c'est un écosystème. C'est pas un truc où c'est pas une plateforme des années 2000 Ouais, où tu vas ton truc, tu télécharges ton jeu, tu joues et puis merci. Alors les mauvaises langues diront oui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, certes, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Ultra, ça fait 7 ans qu'on bosse et ça fait 7 ans que le site web a pas beaucoup bougé. Donc maintenant, on fait des releases au fur et à mesure. Mais ce que l'ambition d'Ultra et sur quoi Ultra est en train de bosser, c'est de faire une révolution sur la distribution de games. Une révolution. Things that I've never seen before, and that's going to change the thing. Et comme toute révolution, il y a un gros facteur de risque parce qu'en fait, tu te dis putain, est-ce que ça va vraiment être là? Pour les tests qu'on en a fait, pour la manière dont on voit le truc, on est convaincu qu'on va y arriver. Et on est convaincu que c'est ça que l'industrie a besoin. Mais comme dans toute révolution, il y a un risque, mais on est all in. ouais.
Vous êtes là pour le prendre. Ah, tu vois, c'est comme au poker, quand t'as un carré d'as, je veux dire, tu vois, t'as un carré droit, ouais, il y a un risque, tu vois. T'as peut-être un carré d'as en face de toi. Mais bon, tu vois, il y a un moment où tu peux te dire, c'est bon, si je fais pas all-in là-dessus, sur quoi je le fais, quoi. Je vois, ouais. Oui, du coup, en parlant de distribution, d'environnement global à l'heure actuelle pour les joueurs, enfin d'ailleurs aujourd'hui il n'y en a pas vraiment, il y a la plateforme Steam, mais là tu disais que vous n'étiez pas seulement une plateforme, mais plutôt un, un, un OS, tu disais, Ouais, un excuse-moi. OS, c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, alors, bon, certes, il n'y a pas que Steam sur le game, hein. Je dirais, t'as Steam, t'as des Epic, et puis après, t'as toutes sortes de micro-plateformes, machin, etc. Le pourquoi Steam est dans, dans ma ligne de mire, c'est qu'en fait, c'est les seuls mecs qui font du cash. Oui. Epic, ils font du cash parce qu'ils ont un Et- gros jeu. Mais quand tu regardes le chiffre d'affaires qu'ils font à côté de leur gros jeu, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'était un peu l'arbre qui cache la forêt. Tu dis, ah ouais, putain, ça marche, mais en fait, non, tu regardes, ça marche pas du tout, quoi. Donc, ouais, c'est pour ça que je te disais, la game distribution, c'est un faux bon business. Sauf si tu arrives à change the game. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que Ultra est là. Et donc, la manière dont. Donc, maintenant, j'ai oublié ta question, excuse-moi. bah, je l'avais pas terminé. C'était pour en venir à l'expérience de jeu, justement, à l'expérience que vous allez proposer avec Ultra. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur ça? Oui, donc en effet, Ultra, c'est un OS, hein, c'est un écosystème. C'est de se rendre compte qu'en fait, un- un- le rôle et le rôle d'une plateforme de gaming aujourd'hui, c'est pas juste de dire en fait, tiens, voilà un film, tiens, voilà un jeu, tu vois, au même titre que Netflix ne peut pas se cantonner à un rôle de vidéothécaire, tu vois, en disant, ah ben tiens, en fait, voilà. Non, ça doit être prendre en considération le besoin de chacun, ça doit être, tout doit être réimaginé pour fonctionner avec le besoin de ton client. Et aujourd'hui, le besoin du client, c'est pas juste je voudrais un jeu, appuyer sur play et commencer à jouer. Non. C'est de nouveau, on a parlé, il y a des viewers, il y a des créateurs de contenu, il y a des gamers, et puis il y a toutes sortes de. Et le gamer aujourd'hui, ah ben, il a ses réseaux sociaux, il va aller chercher de l'information pour savoir comment mieux jouer. Il y a toutes sortes de trucs qui font qu'en fait, le game, c'est pas juste je suis sur mon jeu, je joue. Il y a tout ce qui va derrière. Au même titre que quand tu ouvres ton PC et que tu vas au travail, tu n'es pas juste en train de dire ah, ben, en fait je suis sur Word. Non, en fait, Word, tu ouvres Word, tu ouvres Excel, tu ouvres PowerPoint, tu ouvres tes mails, tu ouvres un visio. Et tout ça doit fonctionner ensemble parce que c'est un même écosystème. Tu es en train de bosser en fait. That's it, tu vois. T'es pas en train d'écrire un Word, non, tu es en train de travailler. Et quand tu travailles aujourd'hui, tu travailles sur tous ces outils qui doivent pouvoir interagir ensemble. Eh ben, dans le gaming, c'est la même chose. Tu es en train de jouer. Et en train de jouer, c'est pas juste ah ouais, en fait, je tiens la main de mon jeu. Non, c'est tout ce qu'il y a autour de l'environnement du gamer. Et donc, c'est les mecs qui vont regarder, les mecs qui vont créer du contenu, les mecs, moi qui ai envie d'aller regarder sur YouTube le dernier tuto pour savoir machin comment fonctionnait le truc, passer sur Twitch parce que j'ai un pote qui est en train de regarder. Ouvrir Discord parce qu'en fait j'avais créé une équipe dans mon autre jeu avec qui je voudrais rediscuter maintenant parce que j'ai envie de créer une nouvelle équipe sur un nouveau jeu. C'est tout ça quoi. Ça c'est l'environnement d'un joueur. Tu vois. Et ça c'est le monde du gaming. Et qu'aujourd'hui ce truc-là n'est pas du tout adressé et que c'est là-dessus qu'Ultra va venir se mettre. Ok. Donc concrètement, en fait, t'es pas seulement face aux distributeurs, mais vous envisagez d'intégrer d'autres solutions euh, pour concurrencer d'autres plateformes au-delà de Steam en réalité. Alors, oui, oui, non, de nouveau, une plateforme comme ça, tu vois, chaque utilisateur, ils ont leurs habitudes. Nous, on n'est pas là pour essayer de construire un milliard d'outils. C'est pas ça. On est un agrégateur de Ouais. fonctionnalités pour que quand tu trouves, au même titre que tu vois, tu prends un ordi, le mec, il a pas créé tout, tu vois. Il y a toutes sortes d'applications qui sont là. Tu prends ton smartphone, ben oui, tu as des applications natives, et puis après, tu as tout le reste qui sont autour, quoi, tu vois. Et que regarde, Apple a essayé de créer la map, it's a big fucking fail, tu vois.
Pourquoi? Parce que it's just not your business, man. You know? Just be on what you're good at. That's it. Right? Donc, agrège les trucs qui sont performants sur le marché, que l'utilisateur a l'habitude d'utiliser, et contente-toi de ton métier. Notre métier à nous, c'est de mettre un écosystème le plus fit possible à mon client final. Et mon client final sont le viewer, le player et le créateur de contenu. Ça, c'est en termes de gamer. Et puis après, j'ai deux autres types de clients qui sont donc les deux autres types de clients qui sont mes publishers et mes développeurs. Ça, c'est aussi si tu veux, deux stakeholders qui sont extrêmement importants dans le gaming écosystème. C'est les mecs qui foutent les millions sur la table pour y arriver, et les mecs qui sont la tête dans le code pour construire les jeux de demain, quoi. Et ces gens-là, ils ont des besoins différents que tu dois satisfaire pour pouvoir justement faire cet écosystème qui fait que tu satisfasses tout le monde, quoi. Et pour parler justement des développeurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais tout ce qui est du coup studio de développement, qu'il soit petit ou grand, demain, même aujourd'hui, comment Ultra se différencie dans la manière de les accompagner. Mais le futur du gaming, il est dans la blockchain. Je te parle pas de la crypto, je te parle d'une brique technologique, la blockchain. C'est vraiment blockchain, pas le Bitcoin, l'Ethereum. Alors, de nouveau, la crypto, c'est juste un des outils de la blockchain. Ok, voilà, ça te permet de faire des échanges financiers avec machin. Mais ce n'est qu'un tout petit outil de la blockchain. La technologie de demain, et qui existe déjà aujourd'hui, c'est la blockchain. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point tu as des technos comme l'IA que tout le monde regarde parce qu'en fait, la boulangère peut comprendre ce que c'est quand un robot te parle tout seul. Mais en fait, la techno qui va vraiment change the fucking game, it's the blockchain. Et l'IA va pouvoir venir aura des interactions avec elle de manière très concrète, mais enfin ça c'est un autre sujet philosophique qu'on va pas aborder aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, nous on est une boîte de tech qui est basée sur la tech la plus avancée qu'il y a aujourd'hui, c'est la blockchain. Okay, et que le futur du gaming est dans la blockchain aussi, parce que c'est un secteur qui a besoin d'être tellement performant en termes de validation de transactions, de rapidité de transactions, de rapidité d'évolution d'écosystème, etc., que tu te dois d'être sur les dernières briques technologiques. Okay, et que à partir du moment où le marché commence à comprendre qu'en fait la blockchain est la brique technologique, enfin si tu veux le stack technologique le plus avancé, c'est par là que toute l'innovation va se trouver. Et je dis pas qu'en fait l'innovation qui va se trouver sur la blockchain ne pourrait pas se trouver sur le Web 2 actuel. C'est juste qu'en fait, les dernières évolutions des stacks technologiques, pour finir, les développeurs vont choisir de le faire sur la blockchain parce que c'est la techno de demain, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, on va aller vers là. Okay, et que ça pourrait très bien se passer sur le Web 2, mais bon, au final, vu que la blockchain, c'est le truc le plus évolué pour tout le reste, eh ben, je vais construire mes briques technologiques là-dessus. Et donc, notre rôle à nous, c'est de venir agréger toutes ces briques techno pour que les développeurs aient ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait sur le marché pour développer leur jeu. Ok, Et donc Ultra se targue aujourd'hui d'être la blockchain du gaming. De nouveau, c'est très présomptueux, mais bon, ça c'est pour les gens qui me connaissent, c'est un adjectif qui m'est tatoué sur le front, donc j'ai pas de souci. C'est très présomptueux, mais on est bien conscient qu'en fait être la meilleure blockchain du gaming, c'est subjectif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça n'empêche qu'il y a un moment où, dans la subjectivité, tu viens apporter une certaine objectivité. Tu regardes des critères, ok, que ce soit de la rapidité, la taille, tous ces éléments-là transactionnels qui vont te permettre de dire je suis le meilleur ou pas. Aujourd'hui, sur les critères qu'Ultra a définis, certes,
Mais sur un certain nombre de critères qui sont essentiels pour les développeurs de gaming, aujourd'hui, Ultra est la meilleure blockchain de gaming. Voilà, c'est clair, net, précis. C'est un débat que je serais enchanté d'avoir avec tous les haters qui m'entendront dire ce truc-là, mais sur un certain nombre de critères tout à fait objectifs et essentiels pour le gaming, aujourd'hui Ultra est la meilleure blockchain de gaming. On n'a certes pas encore le trafic, et ça c'est une des grosses erreurs d'immaturité du secteur, hein, c'est toujours regarder le volume, en disant ouais j'ai besoin d'une chain avec énormément de trafic dessus. Ouais, ok, mais si t'as tous les mecs du monde, mais que dans tous ces mecs du monde, il y a personne qui joue un jeu dessus, c'est super, hein. T'as plein de trafic, mais t'en as rien à foutre, hein. C'est pas il ne t'intéresse en rien, donc t'as pas intérêt à avoir une chaîne où en fait t'as 200 personnes, mais c'était 200 clients, quoi, tu vois. Donc la notion de juste regarder le trafic, c'est une mauvaise lecture. Cette maturité, elle arrive dans le secteur de la blockchain, raison pour laquelle j'ai la conviction qu'en fait les blockchains vont de plus en plus se spécialiser. C'est pas juste se dire on va être la plus grosse avec un maximum de trafic, c'est on va être la plus accurate pour un certain type d'industrie. Et donc, on va avoir le stack techno qui fit le mieux dans cette industrie, et du coup, on va avoir le trafic qui correspond à nos développeurs, et donc on apporte un public qualitatif à nos devs. Et notre boulot à nous, c'est d'arriver avec un stack technologique le plus accurate pour nos développeurs. Ok, donc du coup, dans ce cadre-là, vous leur mettez à disposition des outils en particulier, ou c'est vous préparez l'environnement pour que eux puissent venir se greffer et faire leur... C'est en gros un développeur, lui là, de nouveau, que tu sois propriétaire de la brique ou pas, il s'en tape le dev. Lui, il veut avoir un truc, tu vois. Donc, ce que tu dois faire, c'est essayer de construire un maximum de partenariats, un maximum d'API qui te permettent qu'en fait un dev, quand il arrive, il a toutes ses briques techno. Que ce soit toi qui les aies développées, ou bien que ce soit du schmoll avec qui tu as un partenariat et qui fait qu'en fait sa brique fit parfaitement dans ta blockchain et que tout ça est hyper fluide et qu'en fait, voilà, c'est ça que le dev veut. Et de nouveau, au même titre qu'un gamer, tu sois Web 2, Web 3, Web 14, Web 45, il s'en tape, il veut un jeu. Il veut un jeu qui fonctionne, sur quoi il attend ce que si tu veux, le temps actuel lui offre. C'est-à-dire, je veux il y ait des viewers qui peuvent me regarder jouer, je veux avoir des mecs qui ont créé des contenus quand je joue, je veux pouvoir interagir avec mes viewers, je veux pouvoir interagir avec mes créateurs. Il veut tout ça, parce que c'est ce que le digital lui offre aujourd'hui. Donc c'est normal qu'il attende ça. Nous, notre boulot, c'est de satisfaire le client. Aussi bien au niveau des gamers qu'au niveau des développeurs. Et puis après, tu as les publishers. Les publishers, c'est un truc de dingue quand même. La manière dont ils sont traités par la distribution, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est les mecs qui mettent tout le cash. C'est les mecs qui prennent tous les risques. C'est les mecs qui font cette putain d'industrie, quoi. Et ils n'ont aucun contact avec leur client final. Ce qui, au final, pose un problème dans l'industrie, parce qu'en fait, quand tu as une distance tellement lointaine avec ton end-user, ben en fait, tu commences à développer de la merde. Parce que tu sais plus qui il est, quoi, tu vois. Et ça, de nouveau, c'est parce que tu as des acteurs monopolistiques qui viennent péter le game, qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui ne comprennent pas qu'à partir du moment où tu es dans un monopole, tu te dois de vouloir voir l'industrie grandir et évoluer dans quelque chose de positif et pas juste keep it all for you and that's it, tu vois, c'est dire et ça clairement Steam a une très grosse responsabilité sur le sujet et que je crois que de nouveau le problème c'est que ces publishers ont tous, hein, ils ont tous voulu essayer de se dire putain merde, franchement ras le cul, on va développer notre plateforme de distribution parce qu'on doit réinventer le truc. Mais de nouveau, le problème c'est que c'est pas leur game, c'est comme Apple qui lance une map, tu vois. Et du coup ça fait un gros pchit, ils essayent de faire un copy paste de Steam, mais bon en fait ils ont juste leurs jeux, ils ont pas les jeux des autres. Et donc ils n'ont pas de contenu. Et pourquoi est-ce que j'irai chez toi alors qu'en fait c'est exactement la même chose que chez Steam. Et moi ça fait 15 ans que j'ai acheté des jeux chez Steam, donc mon portefeuille de jeux il est là. Et donc en fait le truc bouge pas. Donc la seule manière de venir réinventer le game, c'est de réinventer le game. C'est de venir faire un truc
complètement différent et de réellement venir apporter de la valeur à mon consommateur final dans la manière avec laquelle il interagit avec son contenu. Ok, je vois, c'est clair. Alors là, on va reparler un peu blockchain avec l'intégration d'Ultra EVM. D'un point de vue technique, ça marquait plutôt un tournant. Et concrètement, pour revenir aux développeurs, qu'est-ce que ça change pour eux? Et aussi également pas pour les joueurs, hein, faut pas les oublier. Alors clairement, l'IVM, ça marque un tournant, et ça marque un tournant c'est un peu le défaut et la qualité de toute boîte de R&D. C'est-à-dire les R&D, c'est des geeks qui veulent qui veulent avoir un truc le plus propre et le plus beau possible. Et puis à un moment, il faut se mettre la réalité en face. On est là pour faire un business. Okay, et clairement, Ultra a travaillé en chambre avec cette envie de faire tout propriétaire pendant un certain nombre de temps, qui a fait qu'aujourd'hui, Ultra est un diamant brut. Okay. Maintenant, il est temps d'ouvrir les gates et de se dire, en fait, on a envie d'être open source. Open source, je caricature un petit peu, mais c'est de dire, en fait, notre métier à nous, c'est d'interagir avec le monde entier. Notre métier à nous, c'est pas de développer tout ce que le monde a besoin. Okay, et donc, ce que Ultra a construit ces 7 dernières années, c'est tout le stack technologique qui permet non seulement d'accueillir le monde entier, et il voulait être tout ce que le monde et satisfaire les besoins du monde entier. Ce truc-là, on l'oublie. On garde la notion de j'ai tout ce qu'il faut pour venir accueillir l'entièreté de ce que le monde a à proposer sur le sujet. Okay, et donc, l'IVM était une évidence. La première décision que j'ai faite quand je suis arrivé, c'est de dire ok, maintenant on va interagir, on va ouvrir les gates et dire who wants to come, welcome. Okay, et donc ça et forcément ça change tout pour l'entièreté des protagonistes avec qui on interagit. Ça change aussi bien au niveau des gamers qu'au niveau des développeurs, parce que les développeurs du coup soudainement ils peuvent être multi-chain. En fait on n'est plus des extrémistes sur le sujet, ce qui fait que du coup le gamer au final qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir beaucoup plus de choix et beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de tout en fait. Donc oui, cette notion d'ouvrir les vannes, elle était essentielle, et aujourd'hui la stratégie d'Ultra c'est buy it or build it, tu vois, c'est one of the two, tu vois, ou partner it, c'est un des trois, ou bien on partenaire, ou bien on achète, ou bien on construit, tu vois, et que le monde du game, le monde du digital dans lequel on est va tellement vite qu'il faut savoir être très précis sur ce que tu construis, ce que tu achètes et sur quoi tu partenaires. Parce que quand tu achètes, ça veut dire que c'est pas cher, entre guillemets. Okay, si c'est pas cher, c'est que c'est pas encore abouti. Or, the clock is turning, donc tu dois aller vite. Okay, et donc, c'est en fait les différents besoins. Si le truc est essentiel et que ça fait partie de ton business model, il faut que tu le construises toi-même. Okay, ou que tu l'achètes si tu veux gagner du temps. Si c'est des features qui sont autour et qu'il faut avoir tout de suite, il faut faire des partenariats. C'est-à-dire que c'est directement lié avec si tu veux, ton timing business. Et en fonction du timing business, tu choisis un des trois. Et concrètement, est-ce qu'il y a des partenariats là, récents dont tu peux nous parler qui viennent apporter des briques supplémentaires Alors, il y a un très gros partenariat qui va bientôt être annoncé. Un très gros partenariat technologique et financier dans l'univers de la blockchain, qui pour moi était essentiel, parce que de nouveau, l'ambition d'Ultra, c'est de faire partie de ces boîtes qui comptent dans une industrie. Okay, et que pour ça, tu te dois de trouver des gens extrêmement solides à côté de toi. Okay, et donc, on va travailler avec les plus gros pour et s'arranger pour avoir des intérêts alignés. Parce que je veux dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et donc, il faut s'assurer que les mecs avec qui tu travailles, ils sont parfaitement alignés sur ton succès, et qui sont parfaitement alignés sur ton succès sur le long terme. Pas de se dire, je fais un quick win. Et donc, c'est des partenariats qui mettent du temps à construire, autant au niveau de confiance humaine que de vision commune, etc.
et d'agenda personnel. Et là, on est en passe d'annoncer un vrai beau partenariat stratégique en termes de techno et financier. Ok, Ce bah, n'est que le premier d'une très longue série. ok. Hâte de voir ça alors. Ça va être dans les prochains mois, tu disais? Celui-là, ce sera sans doute dans les prochaines semaines. Ok. Parlons un peu iOS, jeux, concrètement par rapport donc aux jetons, Ouais. au token iOS, quels sont les cas d'usage concrets? Qu'est-ce que ça apporte aux gamers? Vous pouvez nous en dire plus sur ça? Alors, l'UOS, bon, à la base, c'est une crypto, hein. Moi, je viens comme tu sais, je viens de l'économie réelle. La crypto, je la connaissais pas. Le game, je connaissais pas. Et, mais par contre, l'économie réelle, j'ai beaucoup de fondamentaux et je crois que il a- rien ne se perd, rien ne se crée. On n'invente rien. Ok, tout existe. La crypto, c'est juste exactement la même chose que une currency du monde réel, sauf qu'on la digitalise. Et que la currency du monde réel fonctionne avec un certain nombre de sous-jacents euh, qui sont là pas parce que c'est un hasard, c'est parce qu'en fait, le marché, l'individu, le truc ne peut pas s'en passer pour que ça fonctionne. Ok. Et donc, si on a ça dans le monde réel, on doit avoir la même chose dans le monde dans le monde de la crypto. Et que ce n'était qu'une question de temps pour que cette currency arrive avec ses implémente ses sous-jacents pour qu'en fait on arrive à un niveau de maturité pour appeler ça une currency. Ok. Et donc, cette notion de currency, il faut la crypto, au lieu de l'appeler la crypto, j'appelle ça une currency, parce qu'une currency, elle est ou bien physique ou bien digitale, mais c'est la même chose. Et on doit pouvoir y répondre avec les mêmes sous-jacents. Et donc, c'est exactement comme ça que moi, je vais traiter l'UOS. Okay. C'est-à-dire que déjà, de un, tu dois avoir une utilité en interne et en externe. C'est-à-dire que si ta currency n'est utilisable que et reconnue que dans ton pays, c'est très compliqué. Okay. Si le franc belge avait une valeur parce que, ou le franc français parce qu'il était reconnu en France, mais ça n'empêche que tu pouvais aller aux États-Unis, changer ton franc français en dollars et le truc fonctionnait. Si personne dans le monde ne voulait ton franc français, il est très très compliqué de mettre une valeur dessus. Parce que du coup, tout peut se casser la gueule et du coup, en fait, tu as une volatilité sur le truc qui est énorme. Okay. Et donc, avant cette notion-là, pourquoi est-ce qu'on reliait ça à l'or, c'était pour justement dire, en fait, t'inquiète pas, il y a de l'or qui est derrière. Donc il y a différents fondamentaux, je ne vais pas rentrer dans un cours monétaire ici, mais les différents fondamentaux d'une currency, il faut qu'on les retrouve dans la crypto. Et donc, une des visions, et on pourra en faire un podcast spécifique sur le sujet, sur toute la tokenomics, parce que c'est quelque chose on va bientôt annoncer aussi, et donc sur des choses qui vont aussi être très différenciantes de ce que tu vois sur le marché. Donc, je ne vais pas en parler là maintenant, mais en tout cas, l'ambition, c'est de venir imposer l'UOS comme the gaming currency. Au titre que tu as le pétrodollar, il faut que l'UOS arrive à s'installer comme étant la currency du gaming. Comme de l'argent fléché, comme quand tu as tes chèques repas en Belgique, je sais pas quoi. Fed ou autre, hein, il y en a plein. Voilà, exactement. C'est ce qu'on appelle de l'argent fléché, c'est-à-dire une currency qui est là pour une certaine utilité. Okay. Et cette utilité, pour nous, c'est le gaming. Et que ce soit le gaming digital ou physique, on doit pouvoir être en mesure de pouvoir passer d'un monde à un autre. C'est à ce moment-là aussi qu'on arrivera à mettre de la valeur et de la stabilité dans notre currency. Et la currency, elle n'est pas juste là pour se dire en fait on crée une currency en plus. C'est une manière c'est un outil de trading entre personnes qui sont dans le même secteur. Et que cette valeur ne soit pas attachée à n'importe quoi, elle soit attachée à l'économie réelle de cette industrie. Le dollar, la valeur, elle est quoi? Elle est liée au pétrole. Le pétrole descend, le dollar descend. Le pétrole monte, le dollar monte. Et pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui,
et ça après de nouveau ça va être, on verra ça par le tur, mais jusqu'à aujourd'hui, le prix du pétrole définissait la valeur de notre économie. Parce que s'il était très cher, ben ça coûtait très cher de faire du plastique et de faire des bâtiments et de faire du truc. Donc l'économie allait dans un sens. Si c'était très bas, ben l'économie allait dans un autre sens. La gaming industry, elle n'est pas liée au fait que le pétrole soit cher ou pas. Elle n'est pas liée au dollar. Tu vois, t'as le Covid, tout le monde se casse la gueule, le gaming monte. Okay, t'as la guerre en Ukraine, tout le monde se casse la gueule, le gaming il reste stable. Tu vois, les sous-jacents du gaming n'ont rien à voir avec les sous-jacents de l'économie réelle. Donc, raison pour laquelle le gaming deserve a certain currency. Tu vois. En fait, une currency est utile à partir du moment où elle est, d'une manière ou d'une autre, décorrélée d'une autre économie. Tu vois. C'est-à-dire que l'euro, il est décorrélé du dollar parce qu'il a d'autres sous-jacents que le dollar. Tu vois, et si en fait tout était exactement la même chose, bah alors à ce moment-là, on merge les deux monnaies. C'est tout. Tu vois, tu prends par exemple le franc belge et le Luxembourg, c'était deux micro-pays qui avaient des économies qui étaient complètement intertwined. Bah en fait, c'était la même valeur pour les deux. Voilà, simple. Tu vois. En fait, le franc luxembourgeois ou le franc belge, c'était la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de différence. Okay, là, ici, le gaming a des sous-jacents qui sont différents. Et donc, le gaming deserved a certain type of currency. That's why yours is here. Ok. C'est très clair. Et concrètement, oui. Alors, à ce niveau-là, pour les joueurs ou pour les développeurs, quel va être l'usage concret? Quel est l'usage concret? Est-ce que tu as des exemples? Alors pour le joueur et pour le développeur, oui. Alors, de nouveau, à partir du moment où tu crées une currency dans une industrie, elle doit avoir de l'utilité dans tout le secteur de l'industrie. C'est-à-dire que tu développes l'euro, tu dois pouvoir aller acheter ton pain au fin fond de la Pologne et au fin fond du sud de l'Italie. Tu vois, si c'est et acheter aussi bien un appartement en Italie que du pain en Pologne. C'est here's the same thing. C'est-à-dire que à partir du moment où tu regardes le gaming comme étant si tu veux, un monde à part, on doit être en mesure. Après, l'ambition est cette. Et on doit être en mesure de pouvoir déployer l'utilité du token aussi loin que l'industrie du gaming va. C'est-à-dire acheter ton casque pour aller jouer, comme acheter ton PC, comme aller acheter le dernier jeu, comme aller acheter un airdrop d'un autre token, comme être utilisé dans un jeu à l'intérieur d'Ultra comme à l'extérieur d'Ultra. Ultra, du coup, n'a plus rien à voir. C'est l'industrie du gaming. Alors, de nouveau, comme dans tout type de currency, quand tu crées une nouvelle currency, on a créé l'euro. Au départ, il fallait faire les autres currencies continuer à fonctionner. Et puis, tu avais le petit mec tout au fond de son village qui disait l'euro, je sais pas ce que c'est, je veux rien entendre parler. Et puis, il est arrivé. Et puis, au fur et à mesure, il est arrivé digitalisé. Et puis, and so on and so forth. Donc, c'est de se dire. Les choses vont se faire de manière évolutive, mais c'est ça la target. Et c'est, en fait, la conviction qu'il faut avoir, c'est pas de se dire est-ce que c'est l'UOS ou pas. C'est d'avoir la conviction qu'il y a une monnaie qui va venir s'imposer dans le monde du gaming. Ça, c'est le futur de n'importe quelle currency. Quand tu as une industrie, un secteur qui fonctionne de manière complètement différente du reste de ce qui l'entoure, il n'y a aucune raison que cet environnement n'ait pas sa propre currency. Voilà, ça c'est clair, ça c'est des sous-jacents économiques qui sont une réalité depuis que l'homme est l'homme. Okay, donc ça veut dire que l'industrie du gaming va avoir sa propre currency. 100% true. Now, is it yours or not? We'll see. We work to make sure that it is, right? Mais voilà, c'est ça la conviction qu'il faut avoir. Et clairement, l'UOS enfin, notre currency est bien placé pour ce truc-là. Voilà. Ok, c'est clair, ouais. Donc il y a encore plein de choses à venir et à découvrir pour la communauté, du coup. Tout à fait. On n'a pas encore commencé, là. Dans le sens où on n'a pas encore commencé, c'est-à-dire que les gens peuvent se dire, oui, en fait, il est là depuis 6 mois, machin. Moi, j'ai juste fait des plans sur un bout de papier, là, aujourd'hui. Ce que vous avez vu, c'est encore rien. C'est-à-dire qu'on est là.
Euh, de nouveau, Ultra, c'est une boîte qui existe depuis 7 ans, qui a dépensé des dizaines de millions d'euros dans sa tech. On n'est pas là pour faire un petit truc en disant putain, on va faire une chouette PME. Non, on est là Mhm. to kill the game. Vous voulez Maintenant, de de nouveau, grand. le risque, il est très grand parce que quand il y a des ambitions pareilles, le taux de réussite, il n'est pas très élevé. Mais c'est pour ça qu'on est là, quoi. Mhm. Je vois. Non, bah, on va être patient, hein, pas de souci. Voilà. Du coup, pour revenir un peu sur la thématique jeu, vous avez AOM qui est en cours de développement et donc, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus Bah, quels écoute, sont les principes et votre stratégie sur ce jeu-là? tout à fait. Alors, AOM, c'est un gros FPS, hein. On a- c'est nouveau, c'est une boîte qui a déployé beaucoup de pognon sur son jeu, avec des gens hyper experts, c'est des anciens militaires, machin, etc. Ils ont mis beaucoup de réalité dans leur game. Euh, et que il est important pour une boîte comme Ultra de pouvoir se positionner sur l'entièreté de la chaîne de valeur. Pas se dire il n'y a que nous, mais d'être acteur dans l'entièreté de la chaîne de valeur pour venir faire aussi non seulement comprendre le marché, mais venir tirer le marché. Alors de manière très simpliste, on pourrait se dire qu'en fait une gaming platform a besoin de son gros jeu pour commencer à fonctionner, au même titre que Steam l'a fait, Epic l'a fait, etc. Euh, donc ça, c'est une première raison. Au-delà de ça, il faut qu'on arrive à avoir les mains dans le cambouis sur l'entièreté de la chaîne de valeur pour être sûr de pouvoir servir nos clients convenablement aussi. Ok. Mhm. Tu prends un Netflix, il fait de la production, de la distribution, il va jusqu'à signer des acteurs pour son truc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il vient aussi donner une certaine direction à l'industrie. Ok. Alors de Ouais. nouveau, les mecs ils vont se dire putain le mec il a complètement pété son slip, il produit un jeu pour expliquer à l'industrie du gaming par où il faut aller. I told you so, I'm a presumptuous, donc je n'ai pas de honte. Oui, je crois que d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on arrive à des acteurs comme Ultra doit arriver à mettre les mains dans le cambouis pour commencer à donner des directions. Est-ce que Mhm. et clairement AOM qui est un jeu qui est évolutif, c'est-à-dire rapidement tu mets tes billes dans un jeu comme AOM, c'est pas un truc qui est un one-time shop, tu le sors et puis c'est tout, tu vois. C'est un jeu sur lequel on va pouvoir venir au fur et à mesure investir et faire évoluer la vision qu'on a du gaming et vers où elle doit aller et à quel point elle peut se plugger parfaitement dans l'écosystème qu'on est en train de construire et qui du coup, d'une manière ou d'une autre, va donner une trend dans l'industrie aussi. Au même titre que Mhm. Netflix a développé ses premières séries et qui du coup, eh ben, les mecs se sont dit putain ok il y a un truc là-dessus je comprends ok. Et même chose avec ses films et puis maintenant elle signe ses acteurs etc pour venir montrer un type ce qui fonctionne le plus dans la distribution vu que c'est les champions de la distribution et donc voilà donc c'est pas du tout se fermer au reste, c'est pour être sûr d'avoir une main les pieds bien dans la terre, les mains dans le cambouis, se dire ok je comprends mon business et venir le fitter le mieux à l'écosystème que je suis en train de construire. Mhm. Ok. Et donc oui, AOM, très très gros jeu qui va sortir d'ici quelques mois et qui est amené à évoluer de manière assez phénoménale parce qu'elle va être, c'est le jeu qui va être le fit le mieux sur notre écosystème, si tu veux. Alors aujourd'hui, c'est un jeu qui est split en deux, hein, Web 2, Web 3. Euh, moi, je dis toujours aux équipes, on n'est pas, genre, la notion de Web 2, Web 3, le gamer, il s'en tape complètement. Il est là pour jouer un jeu. Ok. Maintenant, dans l'économie du jeu, il y a la notion du Web 3. La notion du Web 3, c'est des joueurs qui sont là avec une certaine économie. Et donc, la partie Web 2, c'est un jeu complètement classique comme les autres. La partie Web 3, c'est là où il y a toute l'économie d'un jeu Web 3, aussi bien pour les créateurs que pour tu vois, les crypto-fans, que pour les gamers qui veulent interagir avec le truc, etc. Mais qui est aussi feed avec toute la partie Web 2. Parce que c'est un des gros problèmes du Web 3, c'est qu'en fait, c'est un secteur qui est principalement tu vois, utilisé par des gros geeks et donc ça manque de volume.
Et il faut se dire qu'en fait le Web 3 ne fonctionnera qu'à partir du moment où le volume du Web 2 débarquera. Okay, et que ce volume du Web 2 qui débarquera, c'est à partir du moment où on se rendra compte qu'en fait Web 2, Web 3 on s'en tape, on est juste là pour jouer à un jeu, il fait que le joueur Web 2 est dans un environnement Web 3 mais il ne le voit pas. Tu vois, il est juste en train de jouer, point. Tu vois, et ne pas forcer constamment le joueur qui rentre dans le Web 3, je veux que tu sois Web 3, tu vois. Si t'es pas Web 3, si t'as pas de crypto, si t'as pas ton wallet, si tu fais pas ceci, tu fais pas cela, tu peux pas venir chez moi. Mais non, on s'en tape en fait que t'aies tout ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que tu joues. On veut te donner du plaisir à jouer. Joue. Après, si tu as envie d'utiliser l'entièreté des fonctionnalités de la brique Tecto, tant mieux pour toi. Si tu as envie d'utiliser la moitié, tu utilises la moitié. Si tu as envie d'utiliser le quart, tu utilises le quart. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ouais, donc là pour AOM, en fait, c'est aussi donner l'exemple des cas d'usage, comment, enfin, pour les autres, pour les développeurs, leur montrer tout ce qu'il est possible de faire dans l'environnement Web 3. Exactement. Et qu'en fait, à partir du moment où tu investis dans un jeu comme ça, tu es forcément aussi plus enclin à mettre en place les besoins de ton investissement. Tu vois, quand tu as un Ouais. développeur qui vient et qui te dit ouais, je voudrais avoir un bouton rouge, tu fais ok, d'accord, super, mais bon, reviens le mois prochain. Si c'est ton investissement, tes billes, et le mec te dit putain, le bouton rouge n'est pas là, moi je peux pas faire sans, tu fais ok, le bouton rouge il sera là demain. Ok. Et Mhm. donc le fait, c'est ça que je te disais, l'importance d'une plateforme de distribution d'investir dans du game, c'est de s'assurer qu'en fait tu sois constamment extrêmement alerte aux besoins des développeurs. Et, et forcément par biais juste de profitabilité d'interaction, de tout ce que tu veux, tu seras plus enclin à écouter un mec dans lequel tu as mis des billes que d'un mec qui vient chez toi qui dit je voudrais avoir un bouton rouge, et tu me payes combien en plus? Mais rien, mais c'est utile pour moi. Ok, super, so what, tu vois. Donc voilà, et donc le fait que Ultra investisse et soit publisher soit un véritable publisher, ça vient changer drastiquement son interaction avec les développeurs. Ça, c'est clair, je te remercie. Oui. La communauté semble avoir un rôle très important, un rôle central dans l'ADN d'Ultra. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Et si tu avais un message à leur faire passer, Oui, quel serait-il? mais écoute, clairement, la communauté, elle a un rôle essentiel. Je veux dire, des projets avec une ambition comme celle d'Ultra, s'il n'y a pas des first believers, ça n'existe pas. C'est-à-dire que euh, la communauté, alors ici, en plus, c'est une communauté de gamers et de crypto fans, donc ils ont un côté émotionnel qui est très très fort sur Ultra, mais de manière générale, quel que soit le projet, les first believers sont essentiels pour que des projets ambitieux, des entrepreneurs ambitieux, que des changements s'opèrent. Voilà. Que des révolutions fassent leur jeu, quoi. Et donc la communauté d'Ultra, ben sans elle, Ultra serait juste pas là. C'est aussi simple que ça. Donc, quelle est l'importance de la communauté? Ben, elle est juste essentielle. Voilà. C'est quoi la relation que Ultra a avec sa communauté? Ben, la relation que moi j'ai avec la communauté, c'est de prendre conscience à quel point ils ont été essentiels et ils le sont encore parce qu'Ultra n'a pas encore réussi. Tant qu'on n'a pas réussi, les first believers, c'est les seuls believers que tu as. Hein. Donc ils sont essentiels jusqu'au moment où. Alors c'est sûr qu'une fois que Ultra vaudra 15 milliards et que plus personne, les first believers seront sans doute moins utiles entre guillemets à Ultra, ça n'empêche qu'il faut jamais les oublier. Parce que c'est eux qui ont fait que la boîte est là. Et que du coup, arriver à constamment get back to your roots and why you've been born and raised, it's because of those. C'est comme si tu veux, je sais pas, la relation que tu as avec ta famille, tu vois, c'est-à-dire que tu vois, tu peux te friter avec eux, tu peux être pas d'accord, tu peux grandir de manière différente et tout. At the end, it's still your family. Right? Mm. Et la communauté, c'est ça, c'est la famille, quoi. Et donc, Ultra va peut-être grandir d'une manière qu'eux n'auraient pas voulu, c'est possible, tu vois. Certains membres de la communauté vont peut-être aller dans des endroits où Ultra aurait pas été, c'est possible aussi. Ça n'empêche que c'est la famille.
Et la famille, on connaît le prix parce qu'au final, c'est toujours ceux qui sont là. Donc voilà. Donc la communauté extrêmement importante. Elle a été importante. Elle l'est toujours énormément. Et que c'est elle qui continue à jouer un rôle de drum bass pour faire, faire passer le message de tam tam en tam tam ok, il y a un truc qui est en train de se passer. Ultra arrive. Euh, tous les haters, ça fait des années que vous avez dit qu'en fait on était des dingues à y croire. But, now the shit is coming. Je vois, c'est très clair. Donc voilà. Voilà, cette interview touche à sa fin. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le projet Ultra, je vous invite à rejoindre leur Discord ou à consulter leur site web. Tous les liens sont en description. Retrouverez toutes les informations sur cette plateforme de gaming. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On les lit tous et on sera ravis d'y répondre. Gus, bah écoute, un grand merci. Bah, merci à toi. Merci Merci pour à ton toi. temps, merci pour cet échange. Merci de nous avoir éclairé sur ta vision de l'avenir du gaming et d'Ultra. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir sur la chaîne dans les prochaines semaines ou les prochains mois. De toute façon, à très bientôt. En tout cas, merci pour ton invitation, pour ton temps et ton intérêt. Et de nouveau, des gens comme toi et la presse est essentielle pour des projets ambitieux parce qu'on a besoin de gens comme vous pour faire rayonner les projets. Donc encore merci de ton intérêt. Et bah c'est un plaisir. Voilà. Très grand plaisir. Merci beaucoup, Gus. À la Merci. prochaine. Et ciao. Bonne journée. Ciao. Merci. Ciao.